Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette petite conférence dont l'objet est bien, dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité qui va arriver dans quelques jours, comment on apporte une offre de service aux collectivités. Alors je me présente, je suis Olivier Thibault, je suis le directeur général de l'OFB et je suis accompagné de Marie Lehoucq, je suis adjointe au sous-directeur écosystème terrestre à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Du coup, un petit mot sur la future stratégie nationale biodiversité, donc qui sera annoncée normalement la semaine prochaine. Donc, comme vous le savez, elle vise à répondre à l'immense défi d'arrêter l'érosion du vivant et avec l'objectif de protéger et restaurer nos écosystèmes. Donc on n'y pense pas souvent, mais la France abrite un patrimoine naturel qui est vraiment d'une grande diversité. On abrite 10% des espèces dans le monde et on en découvre 600 espèces chaque année, et notamment en Outre-mer. Et donc ces chiffres, ils paraissent très théoriques, mais en fait la biodiversité, elle est partout. Elle nous offre des services au quotidien, à vous, aux administrés, à vraiment tout le monde, à la fois en matière de cadre de vie, de santé, d'alimentation, en matière d'emploi ou aussi en termes de résilience des territoires au changement climatique. Donc la France est fortement engagée à l'international au moment de la COP15 pour aboutir à un cadre mondial ambitieux. Donc c'est l'accord de Kunming-Montréal, avec l'idée de répondre à toutes les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, avec l'enjeu de la restaurer et de la protéger. Et donc, pour répondre à nos engagements internationaux, faire face à l'urgence en matière de biodiversité, le gouvernement a lancé l'élaboration d'une stratégie ambitieuse, donc la stratégie nationale biodiversité 2030, qui devrait être annoncée effectivement la semaine prochaine. Donc, son ambition, réduire les pressions humaines qui s'exercent sur la biodiversité, enclencher des mesures de restauration des écosystèmes et des paysages et susciter des changements transformateurs en mobilisant l'intégralité des acteurs. Donc là, sur la diapositive, on voit les 4 axes qui dessinent le chemin, en fait, la vision à suivre jusqu'à 2050. Donc avec l'axe sur les pressions, la restauration de la biodiversité, bien la mobilisation des acteurs, et c'est bien l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui, de venir vous parler à vous, collectivités, qui avez des clés en main pour répondre en fait aux enjeux d'aujourd'hui, et un axe sur les moyens pour atteindre ces ambitions. Cette stratégie, elle arrive quand même dans un contexte qui est inédit, qui est à double titre. Donc le premier, c'est que celui de la planification écologique. Donc l'idée, c'est de venir interfacer la biodiversité avec l'ensemble des politiques sectorielles. Et donc la stratégie nationale biodiversité, elle se dote d'objectifs qui vont venir aussi mettre en cohérence l'ensemble de ces politiques sectorielles et qui va venir s'interfacer non seulement avec ces politiques, mais aussi avec le plan de stratégie nationale bas carbone, le plan d'adaptation au changement climatique et le plan eau. En matière de territorialisation, l'idée de la SNB, c'est pas de venir être plaqué dans une logique descendante sur les territoires, mais au contraire de venir valoriser et d'accélérer tous les engagements qui ont déjà été pris et qui vont être renforcés. Et donc on est vraiment dans une logique où les engagements de chacun comptent et que c'est l'ensemble des engagements qui vont nous permettre tous ensemble de répondre à nos engagements internationaux. Une dernière slide avant de laisser la parole à Olivier Thibault, c'est sur le volet inédit en matière de moyens. Donc là, vous voyez le flyer en fait qui est ici et que je vous invite à aller télécharger, qui parle du fonds biodiversité. Donc, dans le cadre du PLF 2024, on a 264 millions d'euros qui devraient renforcer les moyens de l'État et des opérateurs, en plus de la pérennisation du fonds friche et de la renaturation qui sont dans le fonds vert. Et donc, le fonds biodiversité, il a vraiment pour objectif de venir financer les projets au sein des territoires pour contribuer aux objectifs de la SNB. L'idée de son déploiement, c'est vraiment d'avoir une démarche qui est très simplifiée avec un portail unique numérique qui sera Aide Territoire et qui permettra aux porteurs de projets très simplement d'accéder au formulaire et toute la vie de son dossier. Et donc, il y a 4 axes de financement. Donc, à la fois un axe sur les aires protégées pour soutenir la stratégie nationale des aires protégées, la protection des espèces et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes notamment, la restauration des écosystèmes dégradés
et la promotion des atlas de biodiversité communale comme outil de connaissance de la biodiversité. Et ça me donne l'occasion de passer la parole à Olivier Thibault pour vous en parler plus précisément. Merci beaucoup, Marie. Donc, comme on est au Salon des maires, on va regarder un petit peu comment les collectivités vont pouvoir agir dans les territoires pour mettre en œuvre ces stratégies nationales de biodiversité. Et je vais insister sur l'accompagnement que l'Office français de la biodiversité apporte aux collectivités dans ce challenge nouveau qui arrive. Alors, d'abord, la première chose qui est une évidence pour tous les maires et toutes les communes, c'est que le rôle des collectivités, il est absolument central aujourd'hui dans la mise en œuvre de nos politiques publiques et notamment celle de préservation de l'environnement. D'abord parce qu'il y a des compétences régaliennes, notamment de planification, c'est de l'aménagement du territoire et c'est via l'aménagement du territoire qu'on va pouvoir soit protéger, soit moins protéger la biodiversité et la nature. Et donc évidemment, le principe même de planification est essentiel si on veut bien prendre la biodiversité au bon endroit. Mais il n'y a pas que des sujets régaliens et des sujets de planification, il y a des leviers réglementaires, il y a des leviers financiers aussi, et puis surtout, le maire, c'est le premier contact des citoyens dans les territoires, et donc il a une capacité d'entraînement, une capacité à être en contact avec les gens qui vivent ça au jour le jour, et donc à réagir et proposer des solutions. Hein, donc nous, on est très attachés à ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, c'est pas depuis Paris qu'on va le faire, c'est bien dans les territoires. D'où l'importance de travailler avec les collectivités et en particulier les communes. Ces communes, elles ont toute une palette d'actions possibles. Je ne vais pas toutes vous les lister. Il faut retenir qu'il y en a plein. Et je vais juste en citer quelques-unes qui nous tiennent à cœur. La trame verte et bleue. Trame verte et bleue, hein, si on veut parler biodiversité, on va parler de corridors écologiques, on va parler où on peut faire d'une pierre plusieurs coups, hein, puisque on peut à la fois travailler pour l'environnement et la nature, mais c'est aussi des espaces par lesquels nos concitoyens vont avoir accès à la nature, des espaces récréatifs, des espaces de décompression. Et donc, il faut, là encore, ça ramène à l'aménagement du territoire. C'est un point hyper important. Hein. On peut parler de la nature en ville, on peut parler de la restauration des sols, j'ai parlé déjà de la planification, la prise en compte du changement climatique, et puis, bien sûr, tous les enjeux très importants qu'il ne faut pas sous-estimer sur l'implication citoyenne, qui aujourd'hui est centrale si on veut relever le challenge de la biodiversité, enfin de la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Alors, je vais vous passer maintenant quelques outils qu'on apporte aux collectivités pour travailler sur la biodiversité. Le premier, c'est l'Atlas de la biodiversité communale. C'est un très bel outil, très utile pour rentrer et prendre conscience de l'importance de la biodiversité dans son territoire, pour l'officialiser, le partager. Et ce qu'on voit tous les jours, c'est qu'à partir du moment où on connaît la biodiversité dans son territoire, très vite on en devient très fier et donc très très vite on va vouloir la protéger, la mettre en valeur, la partager. Et donc ça commence par de la connaissance. Donc l'Atlas de la biodiversité communale, c'est un outil qui va permettre de faire un inventaire, tout simplement, de la biodiversité ordinaire et extraordinaire qu'on a dans son territoire. Et derrière, ça va permettre d'en parler, de mobiliser et donc derrière de la préserver. C'est une entrée hyper importante quand on va parler après aménagement du territoire. Deuxième outil, les territoires engagés pour la nature. Ça, c'est une reconnaissance par l'État, via l'Office français de la biodiversité, d'un plan d'action en faveur de la biodiversité. Ça va nous permettre de raconter de belles histoires, de mettre en évidence les collectivités qui ont pris en compte l'environnement, qui ont trouvé des solutions pour le mettre en valeur, pour protéger cette biodiversité. Et c'est en regardant les bonnes idées des voisins, souvent, que ça nous donne à nous des bonnes idées aussi et qu'on peut pouvoir partager. Et donc, cette labellisation, cette reconnaissance nationale, vous voyez, on en a près de 500 aujourd'hui. Ça nous permet, derrière, chaque fois qu'une collectivité se pose des questions, comment je pourrais faire? Quels sont les outils à ma disposition? Est-ce que vous avez des exemples? Eh bien là, on les a et ça marche très bien. Et vous voyez sur la carte hein, que ce n'est pas un phénomène dans une région, c'est bien quelque chose qui se généralise un peu partout. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et derrière, alors vous voyez un petit peu, hein, les cartes, hein, c'est juste pour montrer que ça concerne l'ensemble du territoire français, entre parenthèses métropole, enfin hexagone et outre-mer. Et on commence à avoir de très belles opérations, les ABC plus de 3000, plus de 100 par an,
et des toutes petites communes, hein, on en a qui font 100 habitants, jusqu'à des aires métropolitaines. Je pense à Marseille, par exemple, récemment. Donc, il n'y a pas d'histoire de taille. Hein. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, donc un ABC, Atlas Biodiversité Communale, Territoire engagé pour la nature, et Capitale française de la biodiversité. Ça, c'est, je ne dis pas que c'est l'expérience ultime pour la biodiversité, mais c'est le moyen de mettre en évidence au niveau national les meilleures expériences qui seront labellisées via le concours Capitale française de la biodiversité, avec des axes sur l'eau, la biodiversité, sur les paysages, sur les arbres et les forêts. Vous voyez que le thème pour 2024, ça sera sobriété et biodiversité, parce que des choses qu'on a mis en évidence cette année, avec le plan eau lié à la sécheresse et avec les problèmes sur l'énergie, c'est la réhabilitation du mot sobriété. Et on voit bien que si on veut vivre avec la nature et qu'on veut protéger cette nature, il faut d'abord éviter de la consommer trop. Et donc la sobriété est un bon moyen de travailler dessus. Voilà. Donc vous voyez, ramener sur une diapo l'ensemble de ces outils. Je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas juste pour se faire plaisir et avoir un label ou d'investir, c'est vraiment d'abord pour connaître. Mais en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est ce qui est en dessous. C'est que ça donne des clés pour faire de la planification. Quand on veut faire son PLU, son PLUI, quand on veut faire son SCOT, quand on a la connaissance des points exceptionnels de son territoire, eh ben on va avoir envie de les protéger et on va chercher des solutions pour y arriver. Et derrière, quand on va réfléchir sur ces trames vertes et bleues, sur ces corridors, sur les espaces de biodiversité exceptionnels, sur les réserves ou les zones de protection qu'il faudrait avoir dans son territoire, là, vous avez les clés, d'abord pour savoir, mais surtout pour emmener vos concitoyens et pour montrer un petit peu, parce que les gens, ils sont en général fiers de leur territoire, et là, vous avez quelque chose de rationnel qui permet d'en parler, et ça marche très bien. Et derrière, ça permet aussi de faire le lien avec tout un tas d'autres politiques publiques, parce que la planification, c'est concilier des politiques publiques. Et là, il y a quand même des choses qui sont difficiles pour les maires. Le zéro artificialisation nette, je n'ai pas besoin de faire un dessin là-dessus. Les trames écologiques, le cycle de l'eau, la gestion de la sécheresse. Et ben, quand on regarde ça, on fait le lien entre toutes ces politiques. Les énergies renouvelables, on pourrait mettre aussi, et ça permet d'avancer dessus. Voilà. D'autres outils que l'OFB met à disposition des collectivités pour la mise en œuvre de la SNB, les centres de ressources. On commence à en avoir un certain nombre sur des thèmes variés. Vous allez sur le site internet, vous les trouverez hyper facilement. Centres de ressources sur les captages, sur les espèces exotiques envahissantes. ERC, c'est éviter, réduire, compenser. Sujet souvent difficile quand on fait de l'aménagement du territoire, avec toute la problématique espèces protégées. Les centres ressources milieux humides, etc. Un centre de ressources, c'est quoi? C'est trois choses importantes pour nous. D'abord, c'est mettre en réseau les acteurs, parce que dans une collectivité, souvent, on a un chargé de mission tout seul avec des problématiques souvent difficiles. Le fait de savoir que d'autres personnes sont dans le même cas à d'autres endroits, ont déjà eu ce genre de problèmes et comment ils les ont relevés, ça aide beaucoup. Et donc, pouvoir mettre en réseau les acteurs, avoir des interlocuteurs, pouvoir poser des questions, avoir des réponses, c'est hyper important pour les agents. L'accompagnement technique, donc on a des guides méthodologiques, on a des formations, on a des références. Et puis enfin, la mise à disposition de ressources avec des flyers, des guides, etc. Et puis des systèmes un peu sur le web, etc. Voilà. Donc ça aussi, c'est des outils, c'est très concret, pragmatique dans la vraie vie pour avancer sur chacun de nos sujets locaux. Voilà. Et puis enfin, on a un axe qu'on est en train de faire monter en puissance de manière importante sur la formation. Donc on a des MOOC, par exemple celui sur la trame verte et bleue, des webinaires, des journées d'échange, qui permet là encore sur des thèmes un peu précis de répondre aux questions, d'apporter de la connaissance et de mettre en réseau encore une fois les agents qui travaillent sur ces dossiers qui ne sont pas toujours évidents au niveau local. Voilà. Enfin, un point qui nous paraît très important à l'OFB, le concept suivant, c'est de dire comment on fait pour apprendre ou réapprendre à vivre avec la nature et pas sans ou contre la nature. Et derrière, c'est le concept des solutions fondées sur la nature. L'idée, elle est relativement simple. La nature fait quand même pas mal les choses. On est dans un contexte de changement climatique qui bouleverse nos habitudes, nos écosystèmes. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui tous les jours,
c'est que plus on a un environnement en bon état, plus il sera résilient et plus il va encaisser les évolutions qui arrivent. Et donc, avoir une nature en bon état autour de soi, et puis s'appuyer sur ce que la nature propose pour répondre à nos enjeux, c'est souvent drôlement plus efficace et drôlement plus résilient que des solutions, je veux dire, trop urbanisées ou artificialisées. Et ça, on le voit tous les jours. Très concrètement, plutôt que d'avoir des trottoirs imperméabilisés et des gros tuyaux en dessous pour collecter l'eau, être capable d'infiltrer l'eau dans des noues hydrauliques avec des haies, des bandes enherbées et derrière envoyer l'eau dans la nappe plutôt que dans la rivière ou au point bas qui vont inonder les villes, c'est plus efficace. C'est un exemple, il y en a plein. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées pour la nature. Un exemple, hein, souvent on raisonne là à l'échelle du bassin versant, hein, parce qu'il y a toujours une question d'eau là-dedans. Si vous voulez éviter d'avoir des inondations, des coulées de boue dans la ville, vous avez intérêt à planter des haies à l'amont, à avoir des fascines, à avoir des bandes enherbées, pas de sol nu en hiver au moment où il y a les inondations, avoir des cours d'eau qui sont plutôt reméandrés parce que ça va ralentir l'eau, éviter de la concentrer en un seul coup au point bas, parce qu'en général, c'est au point bas qu'on a construit nos villes, hein, et donc c'est là que ça déborde. Être capable de faire déborder à des endroits choisis et pas à des endroits subis. Être capable de désimperméabiliser nos villes. Bon, mais ça, tout ça, c'est des solutions fondées sur nature où on regarde comment la nature fait et comment ça va nous aider à apporter des solutions pour, encore une fois, gérer à la fois les différentes contraintes externes et les différents risques qui s'imposent dans nos collectivités. Voilà. Dernier point, je m'arrête là, les aires éducatives. Les aires éducatives, c'est aussi un excellent outil pour les communes pour toucher les élèves, les enfants. Et quand on touche les enfants, en général, on touche leurs parents très vite. Et pour, là aussi, faire prendre conscience de l'importance de la nature chez soi et de la façon de la protéger. Le concept d'une aire éducative, c'est simple, hein. Vous choisissez un territoire dans votre commune, souvent au bord d'une rivière, au bord de la mer, un territoire particulier. Vous allez emmener les gamins sur cet endroit et vous allez leur demander comment il faudrait gérer cet endroit. Souvent, on commence par une opération nettoyage, gestion des déchets, qui permet de prendre conscience à quel point tous on jette n'importe quoi dans la nature. Et après, ça pose des questions d'entretien, de valorisation, d'aménagement. Et là, on va pouvoir permettre de parler de qu'est-ce que c'est que l'aménagement, l'artificialisation versus la nature, qu'est-ce que c'est que la restauration, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qui il faut convaincre, comment on va gérer l'eau, les déchets, la nature. Et ça permet aussi de mettre en relation une école et la commune, les employés communaux sur le territoire de la commune. Et là aussi, ça rend très vite très fier de ce qu'on fait dans son territoire. Ça marche très bien. Dans le projet de SNB qui est bientôt l'ASNB, il y a une volonté de massifier ce genre d'outils. D'ailleurs, la Première ministre l'a déjà annoncé, donc je peux le dire. 18 000 aires éducatives d'ici 2030. C'est une école sur 3. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre et qui permet de parler et encore une fois, de mobiliser les jeunes. Et quand on mobilise les jeunes, on mobilise les parents. Vous le vivez avec les déchets, c'est pareil pour la biodiversité. Voilà. Pour terminer, toute petite page de pub pour vous dire que les 12 et 13 décembre à Montpellier, on organise les premières rencontres de la biodiversité des territoires. On attend plus d'1 millier de personnes. C'est vraiment regarder comment, sur nos problématiques de biodiversité, on va pouvoir les implémenter dans les territoires. Ça concerne bien évidemment au premier chef les collectivités, mais tous les autres acteurs. Je pense que ça va être un très bel événement qui va permettre de parler de tout ça. On aura la SNB, on pourra décliner axe par axe, très concrètement, action par action, comment relever ces challenges et avancer sur cet enjeu majeur qui est enfin arriver à arrêter l'érosion de la biodiversité. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions si vous en avez. Voilà, à votre disposition. Hyper clair. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je peux faire passer le micro. Une main levée.
Bonjour, Florent Chapelle, rédacteur en chef de la revue Diagonale de la DGLN. Ma question, elle sera simple. La SNB3, donc elle amplifie un certain nombre d'outils existants. Quel bilan elle tire de la SNB2 et comment elle a l'ambition de réussir à enrayer cette dynamique d'érosion de biodiversité qui, pour l'instant, est un peu à la peine, mais voilà. Dans l'élaboration en fait de la troisième stratégie, donc le bilan il a été tiré. Il y a eu aussi beaucoup de rencontres en fait avec les territoires. Donc c'est 4 ans de travail finalement la SNB3. Un cycle aussi de travail avec les comités nationaux, le comité national de la biodiversité, le comité national de la protection de la nature, le comité national de l'eau et celui de la mer et du littoral. Donc en fait, tous ces acteurs-là aussi ont aidé à élaborer une stratégie qui est un peu plus ambitieuse. L'intérêt aussi de cette stratégie-là, c'est qu'elle va vraiment venir interfacer l'ensemble des politiques publiques. Elle est quand même beaucoup plus transversale. Elle est aussi à la fois dans une logique de planification, mais très concrète. C'est-à-dire qu'on a vraiment des actions qui sont hyper concrètes pour chacune des mesures. Donc en fait, on a une quarantaine de mesures, mais derrière, c'est 200 actions. Et on a aussi ces moyens inédits. Donc en fait, la logique de transversalité, le volet à la fois planificateur, mais tout en étant opérationnel, avec vraiment l'idée de cranter les moyens derrière et de se reposer sur des outils très concrets tels que l'OFB les a présentés, font que cette stratégie-là, elle est quand même inédite en termes d'ambition par rapport aux deux précédentes. Juste pour compléter un mot, la SNB2, elle était hyper ambitieuse, mais avec des grands objectifs dont on a constaté à la fin qu'ils n'ont pas été remplis. Ce qui essaye d'être fait dans la SNB3 et ce qui va être fait, c'est de prendre le problème, comme l'a très bien dit Marie, de façon très concrète, c'est-à-dire on arrête de dire on arrête les injonctions évidentes du genre on va arrêter la lutte, l'érosion de la biodiversité, et on va se donner des objectifs chiffrés avec des indicateurs de mesure et des échéances de temps. Et donc dans les actions, c'est un boulot de titan pour les services, notamment de la direction de l'eau et de la biodiversité, sur les 250 actions. Et à chaque fois, un objectif, une échéance de temps, un indicateur et quelque chose qui est concret. Après, donc c'est concret, c'est pragmatique, c'est dans les territoires, ça se décline. Et au moins, si on n'y arrive pas, on saura pourquoi on n'y est pas arrivé. Et là, on a les moyens de suivre. Et donc, pendant les 10 ans parce que la stratégie est sur jusqu'à 2030, on va pouvoir suivre à échéance régulière. Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Est-ce qu'il faut recadrer? Est-ce qu'il faut renforcer? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans la précédente. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Une autre question peut-être? Merci beaucoup. L'OFB a un stand sur le hall 4.